Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine Hilario, journaliste à l'Étudiant et aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'épreuve de français du bac pour la voie technologique qui a eu lieu ce jeudi 15 juin. Et pour cela, j'accueille Valentin Grimaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur au lycée Frédéric Joliot-Curie à Damary-Lélis. Alors voyons ensemble un petit peu les sujets qui étaient proposés. Donc il y avait au choix un commentaire sur un texte de Théophile Gautier, La morte amoureuse, et sinon une contraction à faire avec un essai, avec au choix sur Gargantua donc de Rabelais, les caractères de la Bruyère ou encore Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Alors, selon vous déjà, pour commencer, est-ce qu'il y avait un peu des pièges ou des choses, des difficultés à noter dans ces différents sujets ? Je ne trouve pas. Je trouve que les textes de contraction étaient plutôt aisés à comprendre et que la question de l'essai était facile également à comprendre et à contredire, et qu'il y avait bien un lien avec ce qui avait été travaillé dans l'année autour des parcours. Pour le texte du commentaire, c'est un texte plutôt facile de compréhension, même s'il a pu étonner. Peut-être. Oui, vous le disiez tout à l'heure, alors c'est tiré de la littérature fantastique, ce qui n'est pas commun en fait. Alors je ne sais pas si ça n'est pas commun, parce qu'il y a beaucoup de textes fantastiques, mais ouais. C'est vrai qu'on s'y attend peut-être pas forcément. Et c'est peut-être un choix de texte pertinent pour des technologies, que ça les aura peut-être plus accrochés, d'avoir un texte sur la figure du vampire, qu'on croit parfois très contemporaine, mais qui est développée depuis surtout le XVIIIe siècle. Donc dans ce texte, un extrait de La morte amoureuse, on voit bien la fascination pour une créature séduisante, attirante, et qui est un texte qui montre une vampire en train de mettre en place un stratagème pour se nourrir d'un homme qu'elle aime, pour se nourrir de sang. Cet homme met en place lui-même une ruse pour l'observer en train de lui prendre du sang. Sans qu'elle le sache, quoi. Sans qu'elle le sache. Donc ça commence par l'observation par un miroir, puis ensuite le fait de ne pas absorber le somnifère qu'elle essaye de lui faire boire, et puis ensuite de regarder passivement la scène où elle va venir boire un peu de son sang avant de refermer la plaie. Donc c'est un texte qui est quand même plutôt accrocheur, je pense, et pas trop long. Donc j'imagine qu'il n'a peut-être pas posé de difficultés. Alors en technologique, on propose des pistes aux élèves. Donc les pistes étaient une scène de ruse et de révélation et un amour tragique. Donc pour la première piste, en effet, je pense qu'on peut montrer que dans ce texte, il y a diverses ruses qui vont jusqu'à la révélation. Donc le personnage principal se transforme en spectateur lucide et non pas en spectateur aveuglé ou endormi, qui va pouvoir, en feignant la passivité, regarder la vampire se nourrir de lui. Donc il y a bien des jeux de regard, presque voyeuristes à des moments. Il y a bien un aspect de ruse, on voit les termes perfide, feigni, le dos tourné. Donc il y a des cachotteries, il y a des plans mis en place et donc du suspense, ce qu'on pourrait montrer dans cette première partie. Et la révélation qui pour nous est déjà faite, puisque dans le paratexte on nous apprend que c'est un personnage vampire. La révélation se fait pour le personnage à ce moment-là. C'est-à-dire que quand il voit la femme se nourrir de lui, il comprend que c'est bien une vampire. Donc il y a bien des révélations aussi dans ce texte. Mais d'un autre côté, on pouvait montrer qu'il s'agit aussi d'un amour tragique. Alors peut-être ce que oublient ces pistes, c'est que le texte est quand même très sensuel. En effet, c'est une scène nocturne, dans une chambre. Le vampire est en robe de nuit, c'est une femme sensuelle qui parle à voix basse, qui est recouverte de voile, et c'est une scène aussi d'hypnose. C'est un texte aussi précieux. La vampire s'y prend avec précaution, elle est plutôt lyrique dans ses paroles, elle utilise une épingle d'or, une aiguille. Donc il y a une préciosité, je trouve, dans le texte, dans cette scène très sensuelle. Mais est-ce que du coup, cet aspect-là, justement, n'implique pas après la tragédie, finalement, de justement ce côté très précieux, très... pour finalement... Alors, la tragédie, je pense, vient du fait que le personnage est déjà mort, le vampire, et donc que c'est un amour qui ne pourra pas
avoir lieu normalement. Donc il y a une sorte d'issue tragique inévitable. Et ce que montre peut-être le sang dans le texte. En effet, il y a boire le sang, mais au début, il y a ce vin, cette coupe de vin, qui est presque biblique, christique, où il y a l'idée peut-être dans le sang de la vie qui va s'écouler du personnage. Et donc quand le vampire prend de la vie à celui qu'elle aime, elle le condamne aussi peut-être à la mort. C'est pour ça qu'elle s'y prend très lentement et qu'elle a la crainte de l'épuiser. Donc elle a la crainte de le tuer. Voilà peut-être ce qu'on aurait pu dire pour un amour tragique. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, on peut passer peut-être maintenant à la contraction et l'essai. Et justement, est-ce que très rapidement, on peut rappeler en quoi consiste justement l'exercice de contraction? Alors la contraction est le but de réduire, a pour but de réduire un texte au quart. Donc il faut prendre, imaginons le premier 800 mots, il faut produire un texte en 200 mots. Une fois qu'on a enlevé le superflu, que ce soit les énumérations, que ce soit les exemples, et qu'on a parfois fusionné certaines parties qui se répètent, il faut reformuler tous les mots. Donc le texte produit doit être lexicalement différent et doit être une version réduite du texte d'origine. Voilà pour la contraction. Alors, par exemple, pour le premier texte, qu'est-ce qu'il fallait comprendre pour justement en sortir vraiment la substance réduite, on va dire? Alors, les textes à contracter sont souvent longs. Donc, il ne faut pas que les élèves se fatiguent à le comprendre ou perdent le fil. Donc, il fallait bien comprendre dans ce texte de Philippe Mérieux, qui est un texte presque pamphlétaire, qui interroge sur l'éducation des jeunes. Donc, comment est-ce qu'on les fait réfléchir? Et face à une situation très concrète du quotidien, qui est ce que les algorithmes nous proposent sur Internet, comment est-ce que, face à cette perte de libre arbitre, cette perte de choix, comment est-ce qu'on peut encore éduquer nos jeunes à sortir de positions, sortir d'idées qu'ils auraient déjà? En fait, ce texte pose la question de l'ouverture d'esprit. Donc comment est-ce que l'ouverture d'esprit permet l'émancipation? Donc face au confort de démarches sur Internet qui sont automatiques, qui sont rapides, comment est-ce qu'il faudrait retrouver le goût de l'effort pour sortir de positions qu'on a déjà? En effet, l'auteur pense qu'on serait, sans cette ouverture d'esprit, des victimes d'un système commercial qui veut nous vendre des choses. Donc il faudrait, ce qui est parfois une posture difficile, accepter de douter, accepter de se mettre en danger intellectuellement et de sortir de ses certitudes, ce qui est parfois difficile et ce qui crée, comme le dit le texte, parfois un sentiment d'être agressé. On pourrait croire, quand on se raccroche à ce qu'on croit être vrai, peut-être qu'on devient agressif quand on essaie de nous faire sortir de nos certitudes. Donc, normalement, la posture idéale serait celle de plus on sait, en fait, plus on devrait mettre en doute ce qu'on sait. Donc, ce qui nous amène au sujet de l'essai, la bonne éducation est-elle celle qui apprend à douter, à remettre en question ses certitudes? Il est évident que oui. Donc, il faudrait développer ce oui et dire que, en fait, ce qui garantit la bonne santé intellectuelle d'une éducation, c'est sa capacité à remettre en cause ses acquis. Mais je pense qu'il faudrait tout de même commencer par l'idée qu'une éducation basée que sur la remise en cause serait donc vide et qu'on a quand même besoin de savoir solide et de certitude. Par exemple, dans Rabelais, on a besoin de certitude sur l'hygiène. Donc il y a quand même une part de savoir qui est considérée peut-être comme difficilement à remettre en cause. Donc il faudrait peut-être bâtir un édifice, une éducation solide, mais peut-être que la maturité de cette éducation, ce serait d'arriver à remettre en cause des savoirs pour peut-être les faire évoluer ou peut-être les changer. Voilà, ce qui est le cas par exemple des sophistes dans l'œuvre de Rabelais, ce sont des personnes qui sont incapables de remettre en cause leur savoir et donc des personnes qui s'enferment intellectuellement. Et alors pour ce deuxième texte, donc les caractères de La Bruyère, pareil, qu'est-ce qu'il fallait en extraire pour la contraction notamment? Alors le texte choisi pour la contraction, en lien avec les caractères de La Bruyère, est un article d'une encyclopédie, donc un texte encyclopédique, didactique, qui veut vous apprendre des choses, qui donne donc des définitions de ce qu'est la physiognomonie et aussi un aperçu historique de la notion dans les pratiques artistiques. Alors la physiognomonie est le fait de déchiffrer une apparence physique en tirant
des caractéristiques psychologiques. Donc c'est l'idée qu'un visage pourrait refléter l'âme d'une personne. Alors c'est très utile pour les romanciers. Par exemple, quand Balzac nous décrit un visage, il a peut-être derrière... il veut peut-être derrière nous donner une certaine idée de la psychologie du personnage, mais dans la vie de tous les jours, c'est une idée qui est quand même dangereuse. Et comme nous dit le texte, c'est ce qui a donné des dérives racistes. Donc qui justifierait par le physique de croire certaines ethnies moins intelligentes. Donc ça a justifié ce type de thèse. Donc la physiognomonie est remise dans son contexte historique, dans son contexte intellectuel et dans son contexte artistique. Donc Anne-Marie Lecoq nous développe beaucoup d'exemples de peintres, mais aussi de penseurs des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc si on en vient au sujet de l'essai, qui est en lien avec La Bruyère. Pour connaître la nature humaine, peut-on se contenter de portraits physiques? Parce qu'en effet, dans le livre de l'homme, des caractères de La Bruyère, on s'attache à essayer de définir ce que serait l'anthropologie, qui passe parfois peut-être par des portraits physiques, mais aussi par des portraits d'autres types. Donc oui, peut-être on peut commencer, même si bien sûr ça n'est pas évident, on peut commencer par dire que le portrait physique peut aider à connaître la nature humaine. Peut-être que en décrivant physiquement, on peut s'attacher au mode et peut-être voir l'inconstance de l'homme qui changera toujours, qui est toujours relatif dans ses goûts. Peut-être qu'on peut s'interroger sur le cas du peintre. Est-ce que le peintre arrive à saisir l'âme d'une personne? Parfois on dit « Ah, mais c'est tout lui » ou « C'est tout elle » dans ce tableau. Ici, ce serait une image physique qui peut-être aura donné un aperçu de la nature de cette personne, mais peut-être pas de la nature humaine tout entière. Oui. Mais il y aurait peut-être d'autres types de portraits qui peuvent aider à mieux connaître la nature humaine. Donc en allant au-delà des apparences physiques, peut-être que le portrait moral, la description morale, psychologique d'une personne aiderait mieux à comprendre la nature humaine. Peut-être aussi qu'en donnant à entendre les personnes, donc en les montrant dans des situations, ce qui est le cas de certains portraits de La Bruyère, qui montrent des personnages en action et qui ne sont pas des portraits moraux, peut-être qu'on comprend mieux la nature humaine. C'est aussi ce que fait Molière avec des personnages qu'il nous montre en action pour mieux comprendre la nature humaine tout entière. Donc ça, ce qui est plutôt l'esthétique du classicisme. Voilà, donc je pense qu'il fallait aller dans le sens du sujet. On peut se contenter de portraits physiques, mais dire que c'est quand même très difficile. Et que comprendre la nature humaine doit passer peut-être par une multiplicité de portraits. Et alors, un troisième sujet possible, avec une contraction de texte d'un texte d'Isabelle Gras, et pourtant elle créée. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ce texte? Alors, cette fois-ci, un texte qui est en lien avec la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. C'est un débat un peu historique sur la femme, et la femme qui crée, la femme artiste, la femme intellectuelle. En effet, le génie féminin n'existe-t-il pas? Ou alors n'a-t-il jamais eu, ou en tout cas que récemment, les circonstances pour se développer? Sa place, oui. Sa place dans la société et aussi la capacité matérielle de développer son génie, ce qui est le cas des hommes. Donc Isabelle Gras remet en perspective tous ces débats-là et questionne aussi peut-être le rôle des hommes dans ce musellement des femmes et des femmes génies. Donc elle parle d'un plafond de verre, elle parle d'une société patriarcale qui peut-être aurait empêché les femmes d'accéder au statut de génie. Donc l'homme est le créateur, mais la femme n'est passivement peut-être que la muse. Donc elle détaille cette pensée-là, avant de donner des exemples, dès le XIXe siècle, de femmes artistes qui se sont émancipées de ce cadre, d'abord peut-être sous pseudonyme, justement en se faisant passer pour des hommes, mais aussi après des femmes qui, en tant que femmes, ont proposé des œuvres importantes. Et en finissant donc sur le XXe siècle avec des romancières importantes, Colette, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, et en montrant qu'aujourd'hui peut-être il y a une meilleure reconnaissance des talents féminins. Ce qui enchaîne donc avec l'essai, selon vous, écrire suffit-il à rendre visibles celles et ceux qui ne le sont pas? Là encore, c'est un sujet où la réponse est plutôt évidente. Oui, écrire peut aider à donner de la reconnaissance, mais peut-être qu'écrire ne suffit pas.
Mais du coup, quand ils disent celles et ceux qui ne le sont pas, du coup, ça n'enferme plus simplement au genre féminin, on peut aller au-delà des femmes. Oui, plutôt que de rester donc sur le texte de l'homme de gauche, qui nous sera très utile dans cet essai, et sur ce texte qui est lui aussi en lien avec les femmes, on nous rappelle aussi implicitement par ce sujet que le parcours s'appelle « Écrire et combattre pour l'égalité », en général, et pas que l'égalité homme-femme. Donc, on pourrait commencer par dire que écrire peut aider et rappeler de grands auteurs, autrices, comme Victor Hugo, George Sand, Zola, qui ont donné la parole dans leurs œuvres à des personnes qui d'habitude ne sont pas visibles et donc ont participé à une exposition, à faire connaître des personnes moins privilégiées. Mais il faudrait aussi peut-être nuancer en disant qu'écrire ne suffit peut-être pas, qu'il faut peut-être aussi s'engager, qu'il faut peut-être prendre la parole publiquement, qu'il faut peut-être participer à la vie politique, ce qui était le cas d'Olympe de Gouges, dont les écrits finalement n'ont eu qu'une reconnaissance tardive, mais qui, à son époque, a essayé de participer à la vie politique. Donc je pense qu'il faut une réponse nuancée en disant que l'écriture est un moyen pour donner la parole et pour faire accéder à une reconnaissance, mais que ce n'est pas le seul moyen et que peut-être il faut le combiner avec d'autres. Une petite dernière question. Si vous aviez eu le choix, vous auriez choisi lequel de ces trois textes? Alors moi, j'aurais plutôt pris le commentaire, je pense. Oui. Mais sinon, si j'avais eu le choix, si j'avais développé, peut-être le texte attaché à Gargantua, parce qu'il met les élèves dans une situation concrète, qui est celle des algorithmes sur Internet et les questionnent donc eux-mêmes sur leur propre marge de liberté. Le fait que ce soit un sujet presque d'actualité. Oui, alors que c'est le texte le plus ancien du corpus, qui est celui du XVIe siècle de Rabelais. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Valentin pour tous ces éléments. Je vous rappelle que le corrigé écrit de l'épreuve de français est disponible sur le site de l'étudiant.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.